Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire qu'on propose sur le thème du dépistage de la rétinopathie diabétique. Donc un tour sur les enjeux et l'état des lieux et les solutions sur les territoires. C'est la première fois qu'on aborde ce thème et on sera amené par la suite à vous proposer des approfondissements autour de cette thématique. Aujourd'hui, on a majoritairement des infirmiers, infirmières, des orthoptistes, pharmaciens et pharmaciennes et aussi d'autres professionnels qui sont impliqués dans le parcours de santé des personnes diabétiques. Donc, merci à vous de nous avoir rejoints. Et je vais d'abord présenter les intervenants et intervenantes du jour. Donc, le webinaire, il sera animé par le docteur Marie-Christine Chauchard, qui est médecin diabétologue et qui est dans la coordination médicale de Diabète Occitanie, notamment des programmes de dépistage REDIA depuis 2004. Ensuite, il y aura le docteur Patrice Desglises, qui est ophtalmologiste et également dans la coordination médicale de Diabète Occitanie, notamment dans l'interprétation des clichés. Et ensuite, nous aurons les témoignages de Cécile Labourie, qui est IDE Azalée à la MSP de Mirande et en cabinet médical à Pavie dans le Gers. Et ensuite de Faustine Malmazé, qui est orthoptiste et membre de la CPETS Terre des Sources Lozère-Est, donc en Lozère. Donc le webinaire, il se déroulera en 3 parties. La première partie, elle sera assez théorique. Elle concernera les fondements du dépistage de la rétinopathie diabétique. Elle sera suivie d'un petit temps de questions-réponses et ensuite, ce seront des contenus un peu plus pratiques, dont notamment la présentation du programme REDIA et ensuite les retours d'expérience suivis d'un temps de questions-réponses. Donc la première partie est présentée par le docteur Patrice Desglises. Il y a une petite modalité qui change par rapport à d'habitude. Je vais vous passer un enregistrement audio de son intervention et en même temps il y aura le support. Voilà. Donc on commence tout de suite. Bonjour à tous, je me présente Patrice Desglises, ophtalmologiste retraité et membre de l'association Diabète Occitanie. Je vais vous présenter les fondements du dépistage avec comme sous-titre « Faciliter l'accès aux soins en proposant une procédure de rétinographie au plus près des médecins traitants et de leurs patients diabétiques ». Ils sont environ 300 000 en Occitanie et tous devraient être informés que la rétinopathie diabétique est une affection potentiellement grave qui évolue silencieusement et longtemps sans signe visuel. Lorsqu'elle apparaît, si le diabète est déséquilibré et en absence de suivi, elle va s'aggraver et peut aboutir à la perte définitive de la vision. La détection précoce permet de prévenir la déficience visuelle et c'est la première cause de cécité acquise avant 65 ans. D'où l'importance des examens réguliers pour entreprendre sans retard les traitements adaptés. Elle est la première d'une liste de complications oculaires que je présente en images. Des cataractes, édème de la papille, des ulcères de cornée par hypoesthésie, des neuropathies optiques ischémiques, glaucome néovasculaire, glaucome chronique ici au stade terminal et des paralysies oculomotrices. Elle prédispose également aux rétinopathies hypertensives. Les objectifs des dépistages sont de rechercher, authentifier et classifier la rétinopathie, sensibiliser le patient, comme on vient de le voir, aux complications oculaires, indiquer dans quel délai le patient doit consulter en ophtalmo et informer le médecin traitant des résultats. Je souligne ce point car une étude a montré que le médecin généraliste comme le diabétologue dispose peu souvent d'un compte-rendu transmis par l'ophtalmo. Les sociétés francophones du diabète et françaises d'ophtalmologie ont édité un référentiel sur le sujet, en précisant notamment que tous les patients diabétiques sont à risque de développer une rétinopathie. À la découverte du diabète, 6 à 8% des patients en sont déjà porteurs. Entre 25 et 30% des personnes diabétiques sont touchées. Sur une période de 5 ans, 30% d'un groupe de personnes atteintes de diabète de type 2 développeront une rétinopathie. La durée du diabète est le principal facteur déterminant et les deux principaux facteurs systémiques associés au risque de rétinopathie sont le contrôle glycémique et le contrôle tensionnel. Alors maintenant, je vous propose un petit questionnaire à choix multiples. Le référentiel recommande pour le dépistage des complications la réalisation d'un fond d'œil ou la prise de clichés. 3 propositions. Chaque année chez la plupart des patients, une fois tous les 2 ans chez tous les patients de moins de 70 ans,
ou une fois tous les 2 ans si le patient n'a pas de rétinopathie connue, mais sous certaines conditions. Alors la plupart, vous pensez que c'est chaque année chez la plupart des patients. Donc je vais lancer les réponses. Les bonnes réponses sont 1 et 3. En effet, depuis plus de 20 ans, les recommandations pour le dépistage préconisent une surveillance annuelle du fond d'œil pour tout patient diabétique. En l'absence de rétinopathie, ce délai peut être reporté à 2 ans chez les diabétiques non traités par insuline et dont l'hémoglobine glyquée et la pression artérielle sont normales. Il y a également 3 circonstances particulières. La puberté et l'adolescence. Pendant la période particulièrement critique entre 16 et 18 ans, s'il existe une atteinte de la rétine, un contrôle ophtalmologique tous les 3 à 6 mois est nécessaire. Lorsqu'une grossesse est désirée, il est indiqué de demander un fond d'œil au préalable. S'il est normal, le contrôle se fera à 3, 6 mois et après l'accouchement. En revanche, s'il existe une rétinopathie, la patiente sera contrôlée tous les mois. Si une normalisation rapide de la glycémie est envisagée par traitement intensif, un fond d'œil doit être demandé. Si on note une menace de néovaisseau, la normalisation de la glycémie doit être progressive, sous contrôle rapproché du fond d'œil, et au besoin, un traitement laser sera entrepris. Mais si des néovaisseaux sont présents, un traitement par laser avant ou pendant la période de normalisation est indiqué. Et bien malgré ces recommandations, il n'y a qu'un patient sur 2 qui est contrôlé une fois par an. Et 60% ne le sont que tous les 2 ans. En Occitanie, le chiffre est un peu meilleur, avec 65%. Voici un rétinographe non miriatique qui est utilisé par le réseau avec sa caisse de transport qui permet de le déplacer sur demande dans la région. J'aborde maintenant la rétinopathie diabétique en images. L'hyperglycémie va dévier le métabolisme du glucose en impactant directement la structure du réseau vasculaire interne de la rétine, notamment les capillaires, en créant des lésions primaires, les microanévrismes. En voici un sous forme d'une microtache rouge. L'évolution non contrôlée de la microangiopathie va évoluer en passant par différents stades pour aboutir à la formation de néovaisseaux, source de complications majeures. Ces microanévrismes ont une structure fragile avec une paroi perméable et poreuse qui va laisser transsuder du plasma, créer des œdèmes dans l'épaisseur de la rétine qui, après résorption, laisseront des résidus visibles sous forme de ces taches jaunes ou exsudats secs. S'ils sont présents dans la zone centrale, ils vont témoigner d'un édème maculaire diabétique ou OMD, responsable de baisse de vision qui demande un traitement d'urgence. La paroi va finir par se rompre et créer des hémorragies plus ou moins nombreuses de forme et de taille variables. Ils peuvent également être le siège d'occlusion avec arrêt circulatoire en aval, créant des zones de non-perfusion qui vont générer la libération de facteurs vasoprolifératifs qui déclencheront la formation de néovaisseaux. Ils prennent la forme de bouquets vasculaires prolifératifs qui, après rupture, vont former des hématomes à la surface de la rétine, voire inonder le vitré. On est alors au stade chirurgical. En se résorbant, ils vont laisser place à des membranes fibreuses, rétractiles, qui en exerçant des tractions peuvent conduire au décollement de rétine. Toutes ces anomalies vasculaires font l'objet d'une classification qui distingue, en fonction de l'absence ou non de néovaisseaux, la rétinopathie non proliférante de la rétinopathie proliférante. Les deux sont répertoriés en 3 stades, minimes, modérés et sévères. Et lorsqu'il existe des hématomes, décollement de rétine, glaucome néovasculaire, on parle de RD proliférante compliquée. L'édème maculaire fait également l'objet d'une classification. Au cours de sa consultation, l'ophtalmo va contrôler l'acuité visuelle, la pression intraoculaire, vérifier le segment antérieur, cornée, iris et cristallin au biomicroscope. Le fond d'œil est examiné soit directement avec ou sans dilatation, au moyen d'une lentille spéciale, soit par photographie. Si la macula est remaniée, elle sera examinée en épaisseur par tomographie à cohérence optique ou OCT. En cas de besoin, la vascularisation rétinienne est explorée par angiographie avec injection intraveineuse de fluorescéine ou sans colorant à l'aide d'un appareil plus récent, l'OCT angiographie.
L'enchaînement des lésions vasculaires en fonction de l'évolution aboutit à la phase thérapeutique. Quels sont les différents traitements? Ils vont consister à exclure les plages de rétine ischémique et à désactiver les vaisseaux anormaux pour bloquer leur prolifération. Le traitement des zones de rétine non vascularisées consiste à créer des brûlures punctiformes sur toute l'épaisseur rétinienne par des impacts laser qui vont laisser place à des cicatrices atrophiques. La fonction visuelle est bien sûr localement abolie sur des zones plus ou moins étendues. Ici, ce qu'on appelle une photocoagulation panrétinienne qui ne laisse active que la zone centrale. Autre ressource thérapeutique, des injections dans la cavité vitréenne ou IVT. Elles se font sous anesthésie locale par collyre et ne sont pas douloureuses. Elles sont utilisées pour traiter l'édème maculaire et les néovaisseaux. Pour l'édème maculaire, on emploie les anti-inflammatoires, triamcinolone ou un bâtonnet de dexaméthasone qui va se déliter en quelques semaines. Les anti-VEGF vont bloquer la formation du facteur vasoprolifératif et agir sur la perméabilité et l'inflammation. Plusieurs molécules sont disponibles. Les vaisseaux anormaux se traitent également par les anti-VEGF en les désactivant par assèchement. Enfin, la chirurgie. Le traitement chirurgical est indiqué pour évacuer des hématomes prérétiniens ou extraire un vitré hémorragique. Ici, le résultat après vitrectomie. Enfin, les membranes rétractiles sont enlevées par pelage. On passe à un autre sujet. J'aborde maintenant la répartition de la spécialité dans la région. Elle est inégale dans les différents départements, avec un accès aux soins plus ou moins difficile. Le Lot et l'Ariège sont les moins bien lotis en nombre d'ophtalmos et en charge de population. Une enquête récente de la profession montre que les délais moyens de rendez-vous ont baissé de moitié en 7 ans. Ce n'est qu'une moyenne, et la réalité est évidemment différente selon les secteurs. C'est pour ces raisons que le métier d'orthoptiste devient précieux. Le cœur de métier est la rééducation des troubles de la motricité oculaire, mais face aux problèmes liés au délai de rendez-vous, la profession a vu s'élargir ses habilitations, notamment pour l'utilisation du rétinographe. Le champ de compétences leur permet d'effectuer une préconsultation. L'orthoptiste devient ainsi la charnière centrale du dépistage. On a vu comment le fond d'œil est examiné au cours de la consultation ophtalmo. Mais quelles sont les possibilités d'analyse en dehors de cette éventualité? L'orthoptiste travaillant dans un centre d'ophtalmologie peut recevoir directement le patient, saisir les clichés et les transférer sur le logiciel patient du cabinet. L'ophtalmo peut secondairement les interpréter et convoquer le patient en cas de nécessité. C'est l'acte de lecture différée. Enfin et surtout, l'orthoptiste peut agir hors site ophtalmo, soit dans son cabinet s'il est équipé d'un rétinographe, soit dans une structure médicale de type MSP dans laquelle aurait été installé l'appareil. Les patients diabétiques éligibles au dépistage qui auront été recrutés par les médecins traitants sont reçus sur rendez-vous au sein de l'établissement. Les données administratives et médicales ainsi que les clichés sont ensuite transférés par messagerie sécurisée, en l'occurrence Medimel, à un ophtalmologiste volontaire qui va interpréter l'examen. On parle, dans ce cas, de lecture différée à distance. Un compte-rendu est envoyé au patient, au médecin prescripteur et à l'éventuel diabétologue. Dans un prochain avenir, il sera possible d'utiliser la plateforme e-santé Occitanie avec son application Spico dédiée au dépistage. Dans le dossier patient, une fois créé et après renseignement des données cliniques, les clichés y sont injectés. L'ophtalmologiste interprétateur peut ouvrir le fichier, télécharger les clichés, les évaluer dans n'importe quel logiciel d'imagerie, puis faire son interprétation par des listes de choix directement dans le dossier patient. Un compte-rendu est ensuite édité pour les mêmes destinataires. Le réseau Redia fonctionne sur ce modèle, mais la clé du système repose sur le volontariat tant des orthoptistes que des ophtalmologistes. Il faut insister sur les avantages du dépistage et de l'interprétation à distance en répondant aux besoins du médecin traitant qui veut connaître l'état du fond d'œil, en proposant un accès direct à la prise de rétinophotographie par un ou une orthoptiste sans rendez-vous ophtalmo,
La décision du délai de contrôle chez le spécialiste est prise par l'ophtalmologiste qui interprète les clichés en fonction des anomalies rencontrées. Le médecin traitant est toujours destinataire des résultats du dépistage avec mention des suites à donner. Les clichés de haute définition en rouge, vert, bleu module JPEG permettent souvent une meilleure analyse qu'un simple examen au biomicroscope. L'exploration du fond d'œil pour le dépistage se fait sur la base de 2 clichés par œil, l'un centré sur le pôle postérieur, l'autre sur la papille. Ces 2 zones sont suffisantes pour évaluer les anomalies vasculaires, car statistiquement, elles sont les premières touchées. Voici 2 exemples d'interprétation. Le premier, concernant un patient âgé de 66 ans, diabétique contrôlé par régime, avec hypertension artérielle équilibrée. Le diagnostic du diabète remonte à 1 an et le délai du dernier contrôle chez l'ophtalmo est compris entre 1 et 2 ans. Les clichés de l'œil droit et de l'œil gauche ne montrent aucune anomalie. Le compte-rendu précise que les clichés sont de bonne qualité. Il n'y a ni rétinopathie diabétique ni atteinte de la macula. Dans quel délai est-il logique de préconiser un nouveau dépistage? Bon, je vois que vous avez tous la bonne réponse. Effectivement. Effectivement, d'ici 1 an, mais il est précisé que l'examen ne remplace pas une consultation chez l'ophtalmo, qui doit compléter le bilan en vérifiant la vision, la pression et explorer plus en détail le fond d'œil. Le patient est invité à prendre contact avec le spécialiste. Le second concerne une patiente âgée de 24 ans, diabétique de type 1, sans hypertension artérielle. Le diabète a été diagnostiqué en 2009 et la dernière consultation spécialisée remonte à plus de 2 ans. Les clichés de l'œil droit révèlent quelques hémorragies en taches qui existent également à gauche avec quelques micro-exsudats punctiformes en bordure du centre de la macula et une hémorragie en flamèche au contact de la papille. Le compte-rendu a été écrit directement dans le dossier SPICO, notant que la qualité des clichés est satisfaisante. À droite, la rétinopathie est étiquetée non proliférante modérée, sans atteinte de la macula. À gauche, non proliférante sévère, avec en commentaire indication de bilan en précisant risque d'œdème maculaire. Le délai de rendez-vous a été fixé dans ce cas à 1 mois. Pour presque terminer, voici ce qui est annoncé dans les cahiers d'ophtalmologie du mois dernier. Moins 19% de postes d'interne en ophtalmologie. La semaine prochaine seront célébrés les lauréats qui prônent les consultations assistées par intelligence artificielle, tout comme le dépistage de la rétinopathie diabétique. La semaine suivante aura lieu la 4e journée rétine et diabète qui fera une place à l'intelligence artificielle pour le dépistage. Pour être à jour, dans la revue Réalité ophtalmologique de ce mois-ci, on peut lire cet article « Faut-il repenser le dépistage ?» avec une fois de plus un chapitre sur l'IA. Je laisse ces dernières nouvelles à votre réflexion. Enfin, et j'en termine, le dépistage par le réseau est centré sur un rétinographe aux mains des orthoptistes qui reçoivent les patients adressés par leur médecin traitant, avec un ophtalmologiste qui interprète à distance les examens. Mon souhait est que les spécialistes de secteur s'impliquent dans cette chaîne en œuvrant de concert en circuit court et que ces centres de dépistage essaiment la région. Ainsi, pourrions-nous voir ces chiffres évoluer à la hausse. J'en ai maintenant terminé et je vous remercie pour votre attention. Voilà, donc on passe à un petit temps de questions-réponses. Si vous avez des questions pour le docteur Patrice Desglises, on peut en prendre 2 ou 3. Alors, il y a Muriel qui pose la question, est-ce que la prescription du médecin généraliste est nécessaire? Si je comprends bien, c'est ça la question. Patrice, est-ce que la prescription du médecin généraliste est-elle nécessaire? Oui, bien sûr. Marie-Christine? Oui, oui, on va en parler. Est-ce que des publics jeunes sont moins touchés par le dépistage? Est-ce que des publics jeunes ou un public jeune est moins touché par le dépistage? J'ai un problème. Alors, je peux peut-être prendre la question.
Je pense que les publics jeunes, c'est surtout des diabétiques de type 1 qui potentiellement ont plus un suivi spécialisé et donc doivent être référés à l'ophtalmologiste par leur diabétologue. Mais ce dépistage peut tout à fait dépister également les patients jeunes. Donc, Marie-Christine, je vous laisse prendre la main. Donc, je vais vous parler du programme REDIA. Donc, d'après la précédente intervention, je pense que vous avez été convaincu de la potentielle gravité de la rétinopathie diabétique, de l'intérêt de la dépister tôt pour la traiter de manière rapide, et puis de la problématique du sous-dépistage de cette rétinopathie diabétique. Et donc, le programme de dépistage de la rétinopathie diabétique par rétinographie non midriatique, que nous appelons dans le diabète Occitanie REDIA, donc, est destiné à optimiser, bien sûr, ce taux de dépistage des patients diabétiques dans notre région, c'est-à-dire en Occitanie. Elle est à disposition des équipes de terrain depuis plusieurs années. Le programme était promu par Diamip depuis 2004 et Diabète Occitanie a pris le flambeau depuis 2020. Et donc, on est vraiment là pour accompagner les équipes à mettre en place un programme de dépistage de la rétinopathie diabétique sur des périodes de 2 à 4 mois par site concernant les dépistages semi-itinérants. Et puis ces dernières années, on a un petit peu évolué et étendu notre accompagnement pour venir en appui des dépistages réalisés par des orthoptistes qui sont équipés de leur propre machine dans leur cabinet ou des MSP également équipés d'un rétinographe. Donc voilà, c'est ce que j'appelle les dépistages fixes. Donc, quel est l'objectif, quel est le public? Bon, l'objectif, vous l'avez compris, c'est favoriser le dépistage de la rétinopathie diabétique par rétinographie sur la base des recommandations de la Haute Autorité de Santé, que Patrice vous a détaillé. Quel est le public? Ce sont les personnes vivant avec un diabète qui n'ont pas d'antécédents connus de rétinopathie et qui ne sont pas à jour de leur suivi ophtalmologique. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ce sous-dépistage de la rétinopathie diabétique? Les recommandations, elles sont sorties, ça fait presque 10 ans. Alors, côté patient, la rétinopathie est asymptomatique. Donc, c'est une bonne raison, enfin, c'est une raison qui peut expliquer, en tout cas, que l'on ne se fait pas dépister sur le plan ophtalmo, puisqu'il n'y a aucun symptôme, aucun ressenti. Le patient n'est pas sensibilisé à la nécessité de ce suivi ou alors il a trop de suivi ou d'examens complémentaires à planifier et un peu débordé dans tout ce qu'il a à faire. Eh ben, la rétinopathie qui est silencieuse est laissée de côté. Et enfin, l'offre de soins ophtalmologiques n'est pas favorisante. Comme Patrice vous l'a montré, ça dépend des régions. Chez nous, c'est vraiment le Lot et l'Ariège qui sont les plus en difficulté. Mais les rendez-vous sont éloignés ou dans le temps ou géographiquement auprès de l'ophtalmologiste dans les territoires. Alors, côté soignant, pourquoi ce dépistage? Alors, la consultation ophtalmologique, elle n'est pas toujours conseillée ou rappelée aux patients. Voilà, est-ce que les systèmes d'information utilisés par les médecins sont paramétrés pour avoir une alerte concernant la rythmicité de ce dépistage? Le fait qu'ils ne reçoivent pas de compte-rendu n'aide pas à savoir quand date la dernière visite et en proposer une prochaine selon les délais nécessaires. Quand on a une pathologie chronique, il peut y avoir aussi dans le suivi courant une prise en charge privilégiée des pathologies aiguës. Et enfin, bon, la problématique de la non-réception ou de la sous-réception des résultats ophtalmaux par le médecin généraliste ou le diabétologue d'ailleurs. Alors, comment ça se passe en pratique? Donc, nous avons une orthoptiste du territoire qui Patrice, est-ce que reçoit les vous pourriez patients. couper votre micro? Pardon, ça résonne. Est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît, ça résonne. On a un écho. Et ce sera bon, je crois, Marie-Christine. Donc, c'est une orthoptiste du territoire qui reçoit les patients sur rendez-vous et sur prescription médicale, accompagnée de la fiche de renseignement clinique que l'on va vous montrer tout à l'heure. Donc, cet orthoptiste ou ce monsieur orthoptiste remplit le dossier informatique avec les données médico-administratives du patient concerné. Il prend 2 clichés par œil et il envoie les données du dossier patient et le pack des clichés par voie sécurisée à l'ophtalmologiste interprétateur. L'ophtalmologiste
qui est un ophtalmologiste libéral du secteur concerné ou qui est l'ophtalmologiste salarié de Diabète Occitanie, en l'occurrence le docteur de Guise que vous venez de rencontrer, interprète les clichés, précise dans quel délai une consultation ophtalmologique est souhaitable, selon les résultats du dépistage, selon le contexte du patient, son niveau d'hémoglobine glyquée par exemple. Et ensuite, le secrétariat de l'ophtalmologiste, si c'était interprété par un ophtalmologiste libéral, ou le secrétariat de Diabète Occitanie, si c'est interprété par l'ophtalmologiste de Diabète Occitanie, adresse les résultats aux prescripteurs et aux patients. Alors, la question du financement des actes, donc Muriel Albinet posait tout à l'heure la question. Donc, les actes se réalisent sur prescription médicale avec le libellé que je vous laisse lire sur la diapo. Et la prescription doit être accompagnée de la fiche de renseignement clinique que vous voyez sur la droite. Donc ça, c'est dans les textes. Il faut absolument que l'orthoptiste et ses renseignements puissent les saisir dans le dossier médical pour que l'ophtalmologiste à distance ait les bons renseignements pour faire la bonne interprétation des examens qu'il reçoit. Donc, il doit savoir le type de diabète, la durée du diabète, l'équilibre, l'antécédent d'une hypertension présente ou pas, équilibrée ou pas, et puis les autres antécédents qui sont laissés à l'appréciation du médecin généraliste, qui seraient intéressants à communiquer à l'ophtalmo pour l'interprétation des clichés de rétinaux. Alors ensuite, malheureusement, on doit scinder les patients en deux groupes. Nous avons les patients de moins de 70 ans pour lesquels donc, il y a un acte remboursé par la sécurité sociale, si tant est qu'il il n'est pas de rétinopathie connue et que la dernière évaluation date de plus d'1 an. Donc vous voyez les codes et les tarifs de l'acte orthoptiste et de l'acte ophtalmologiste en bas à gauche. Pour les patients de plus de 70 ans, l'acte n'est pas pris en charge. Donc, nous, on propose dans Diabète Occitanie un service qui est de faire une convention avec les orthoptistes pour financer ces patients de plus de 70 ans, selon le même tarif que le tarif Sécu. Il y a des départements très dynamiques sur ce dépistage qui ont des fonds spéciaux et qui prennent en charge les patients de plus de 70 ans. En l'occurrence, c'est dans le Lot et c'est dans l'Aveyron que ça s'est produit de cette manière. Alors, comment se monte un programme sur un site donné? En fait, la manière dont ça se passe le plus souvent, c'est une équipe, un médecin généraliste, une coordinatrice de MSP, une orthoptiste ou un autre professionnel de terrain qui sollicite Diabète Occitanie. Nous avons donc des échanges par web avec l'équipe locale. On fait l'état des lieux des besoins, des ressources, des freins. Et selon donc, différents critères, on décide d'un commun accord de la mise en place de la collaboration et du programme. Il y a ensuite un moment de répartition des rôles et d'établissement du rétro-planning. La machine, elle va rester sur tel MSP pendant 2 mois, pendant 3 mois, combien de temps, qui va prendre les rendez-vous, etc. Ensuite, il y a la période préparatoire, formation de l'orthoptiste par exemple, préparation et réalisation des actions de communication. On propose des affiches qu'on réalise avec les coordonnées du site concerné. Vous allez en voir des exemples tout à l'heure. On propose des masques de courrier à destination des prescripteurs, des paramédicaux, des pharmaciens, des ophtalmologistes du secteur pour les tenir informés de l'opération, et également à l'intention de l'Association française des diabétiques, des antennes locales, des représentants de patients. Et on prépare bien sûr avec la livraison du rétinographe quand le site a besoin d'un prêt de rétinographe, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ensuite, ça démarre. Alors vraiment, les points qu'il faut retenir concernant cet accompagnement pour la mise en place d'un programme de dépistage rétinien, c'est un programme qui est vraiment modulable selon les besoins de terrain, qui est vraiment à la carte, qui dépendent de la possibilité d'investissement en temps de travail, en ressources humaines des différents partenaires,
Est-ce qu'il y a du temps de secrétariat pour la prise de rendez-vous? Est-ce qu'il y a du temps de coordination pour la coordination du programme vraiment en autonomie? Est-ce qu'il y a une orthoptiste dans la maison de santé? Est-ce qu'il faut rechercher une orthoptiste qui se déplacerait sur le site pour la période donnée? Est-ce qu'il y a un rétinographe à disposition ou pas? Voilà, donc là, c'est un peu le camembert des différentes parties de l'accompagnement qui se fait selon les sites. Donc, on va prendre quelques exemples. Voilà, là, nous avons les exemples d'orthoptistes en structure d'exercice coordonné qui sont équipés de leurs propres machines et qui sont en lien avec leurs correspondants ophtalmologues pour l'interprétation des clichés. Donc, l'exemple actuel, c'est les sites permanents de la Blanée, de Gardouche, de Rue-Volvestre et de Nayoux. Et donc là, on a surtout une action sur la communication autour du programme et sur l'indemnisation de plus de 70 ans. Diapo suivante. On a un exemple d'une orthoptiste en exercice isolé, donc elle est dans son cabinet, elle a sa propre machine et donc elle reçoit les patients pour des dépistages rétiniens. Et donc, on a, dans ce cadre-là, travaillé avec elle sur les supports de communication et sur les indemnisations pour les plus de 70 ans. Diapo suivante. Diapo suivante. Un exemple original que je tiens à détailler, parce que là, c'est vraiment l'historique, je dirais, de A à Z de Redia. On a travaillé dans l'Aveyron de très longue date et sur tout le département de l'Aveyron, donc du temps de Diamip, dès les années 2010. Et donc, on avait proposé des dépistages itinérants dans plusieurs communes de l'Aveyron avec le prêt de notre rétinographe. Et ensuite, donc, ça a donné lieu à une autonomisation du dépistage. Et on a donc une équipe de soins primaires qui s'appelle l'ASPA, qui a fait l'acquisition d'un rétinographe avec les fonds voilà, qu'elle a pu se fournir sur le département et qui, en partenariat avec le DAC 12, le dispositif d'appui à la coordination de l'Aveyron, a mis en place des dépistages itinérants sur le département de l'Aveyron. Voilà. Et donc, on a travaillé jusqu'au printemps dernier en collaboration avec le DAC 12 et l'AESPA pour des dépistages dont vous voyez les derniers sites. Et ils se sont déroulés sur des maisons de santé, cabinets médicaux. On a même eu un cabinet d'opticiens à l'ESSAC. Voilà, donc on a eu plusieurs sites. Et là, on était dernièrement un petit peu en stand-by. Et je fais un appel d'ailleurs, parce que les sites qui nous réclamaient et qui avaient besoin du dépistage rétinien ont eu des difficultés à voir se mobiliser ou pouvoir se détacher des orthoptistes. Et donc, actuellement, ça a été un peu la problématique des derniers mois sur ce département. Diapo suivante. Et ensuite, alors là, ça c'est le programme à la carte, mais c'est l'accompagnement le plus complet. C'est des structures d'exercice coordonnées, telles que la MSP de Mirande qui va faire le témoignage tout à l'heure, où il y a des soignants qui sont vraiment mobilisés au sein de la structure pour proposer le dépistage rétinien aux patients du secteur, qui ont recours à une ou des orthoptistes venant de l'extérieur, et donc qui proposent le dépistage sur des durées de 2 ou 4 mois. Donc vous avez les exemples des sites que l'on a visités les plus dernièrement, c'est pas exhaustif. Et donc là, c'est un accompagnement, si j'ose dire, un peu de A à Z. On est vraiment parti sur un état des lieux, la facilitation à la mise en place en cherchant l'orthoptiste, en regardant dans quel local, en prêtant le matériel, en faisant un fort support à la communication et donc en réalisant l'interprétation des clichés par notre ophtalmologiste et l'indemnisation pour les plus de 70 ans. Voilà comment ça se passe sur les sites. Donc là, vous voyez dans ces camemberts, c'est un accompagnement vraiment à la carte qui peut être plus ou moins complet. Diapo suivante. Et donc, comment et pourquoi intégrer Redia ou un autre dépistage à rétinopathie diabétique par rétinographie non midriatique
dans le dépistage ophtalmologique de ces patients. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est vraiment un examen qui a une très bonne sensibilité pour le dépistage de la rétinopathie diabétique. J'insiste sur la qualité du dépistage. Il ne faut vraiment pas penser qu'il s'agit d'un dépistage au rabais. C'est un dépistage qui est très efficient. On peut proposer une alternance entre le dépistage simple par rétinographie tous les 1 à 2 ans et les consultes ophtalmo plus complètes pour les patients sans rétinopathie, qui peuvent être vus peut-être par l'ophtalmo tous les 2 ou 3 ans selon les cas. On a l'intérêt de la proximité quand on fait un dépistage par rétinographie, de la facilité d'obtenir un rendez-vous. Les patients, ils appellent, ils ont rendez-vous dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Il n'y a pas de dilatation, les patients peuvent venir en conduisant. Pour les dépistages fixes, c'est quand même intéressant d'intégrer ce mode de dépistage dans le suivi des patients de la structure et de l'ouvrir aux patients du secteur. Pour les dépistages semi-itinérants, eh bien, sur une certaine période, on s'assure, les soignants de la structure, donc les médecins généralistes, les infirmières ASL, les IPA, peuvent s'assurer de l'exhaustivité du dépistage ophtalmo de la patientèle sur cette période. Et le dépistage a également un rôle de sensibilisation des patients et des soignants à ce dépistage. Et enfin, la mise en place, le REDIA peut être constituer un projet qui fédère une équipe et qui favorise l'interconnaissance des acteurs. On a eu des expériences de REDIA qui se sont mises en place au début de la création des MSP, donc maintenant ça fait quelques années, et les équipes nous ont dit vraiment ça a été le premier projet concret qui nous a fait nous rencontrer, nous articuler, allier nos compétences pour un projet commun sur la structure. Voilà. Et enfin, si le parcours diabète est retenu, par exemple, dans une CPTS, ce dépistage peut tout à fait s'intégrer à d'autres dépistages de complications chroniques qui peuvent être faits dans les structures eux-mêmes. Je pense à la gradation podologique par les podologues ou la mesure des IPS, IPSO par les IPA, par les médecins, par les internes. Et donc, tout ça peut être intégré à des programmes ou à des actions de TP sur les sites. Et là, on a vraiment un parcours diabète qui peut être vraiment très intéressant pour les patients locaux. Donc, voilà, à retenir, la rétinopathie, elle est longtemps silencieuse. Toute démarche louable d'optimisation de l'équilibre glycémique doit être précédée de la recherche d'une rétinopathie non stabilisée qui risque de s'aggraver avec l'amélioration rapide de l'équilibre glycémique. Et là, actuellement, on a des traitements très actifs et qui permettent de vraiment baisser l'hémoglobine glycée de manière rapide. Par exemple, les injections d'analogues du GLP-1 pour les patients diabétiques de type 2. Et donc, il ne faut pas manquer d'avoir leur état rétinien avant de leur faire perdre 1,5 point d'hémoglobine glycée. Sinon, s'il y a une rétinopathie préexistante, elle risque de s'aggraver. Et enfin, le dépistage devrait être réalisé avant tout démarrage de grossesse. Et pour résumer, il me semble qu'il est quand même plus confortable de connaître en permanence le statut rétinien de ces patients que de programmer des consultations ophtalmologiques rapides pour ces motifs. Et pour finir, REDIA vise vraiment à favoriser le dépistage au plus près des besoins des patients et des équipes. Il cherche à venir en articulation de l'offre de soins existante et la soulager si c'est nécessaire. Il vise à susciter ou à soutenir les initiatives locales, à optimiser les ressources engagées dans les territoires, à promouvoir un maillage territorial par la coordination des professionnels de santé, dans les CPTS par exemple. Et bien sûr, on est prêt à expérimenter et à conforter l'utilisation des outils de demain s'ils sont efficients et s'ils sont de qualité. Et donc, on voit qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas concernant ce sujet. Et je tiens à remercier l'URPS orthoptiste, l'URPS médecin et la FECOP, Fédération des maisons de santé, pour le soutien et dans la promotion de REDIA qu'ils nous ont apporté dans les dernières années. Et donc, je crois qu'on va basculer d'emblée sur les retours d'expérience et on prendra les questions ensuite. Et donc, ça va être Madame Laborie, qui est infirmière azalée à la MSP de Mirande, qui va nous parler de son expérience. Alors tout d'abord, je vais vous
vous expliquer comment ça a débuté sur cette MSP de Mirande. En fait, c'est Diabète Occitanie a lancé une enquête auprès de toutes les MSP et tous les orthoptistes d'Occitanie. Je pense que c'était en septembre 2023, je crois, pour voilà, parler du dépistage REDIA et proposer un soutien, un accompagnement pour les sites qui étaient motivés pour mettre en place ce dépistage. Et donc, on a le docteur Cancio, qui est un médecin généraliste de la MSP de Mirande, qui a répondu à l'enquête pour donc solliciter la mise en place d'un programme REDIA dans sa structure. Se sont donc déroulés ensuite des échanges et un travail préalable avec lui-même et les infirmières azalées de la structure qui a abouti à la mise en place du programme. Voilà. L'accompagnement, il a été relativement complet, comme vous le voyez sur le graphique camembert. Et donc, vous voyez sur la droite les dates de tenue de ce programme, donc de janvier à mars 2024. Vous voyez comment se présente la fiche. Donc, elle est essentiellement à destination des patients, à mettre dans les salles d'attente des différents professionnels et à afficher en pharmacie pour promouvoir le dépistage autour de la structure qui le propose. Voilà. Et donc, on signale bien aux patients que c'est simple, gratuit et sans dilatation pupillaire, ce qui est important pour lui. Donc, on va laisser la parole à Madame Laborie. Et je vais lui demander de présenter peut-être l'équipe de la MSP en premier. Oui, bonjour à tous. Alors, du coup, la maison de santé pluriprofessionnelle de Mirande a été créée en 2016 et elle est composée donc d'un cabinet médical de 5 médecins et de 2 secrétaires médicales, 2 infirmières azalées, 4 cabinets d'infirmiers libéraux, 2 cabinets de kinés, un pédicure podologue, un ostéopathe, une sophrologue, 2 sages-femmes et à temps partiel, une psychologue et une diététicienne. Et est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les professionnels qui ont été impliqués opérationnellement dans la mise en place du projet? Oui, alors du coup, au sein de la maison de santé, donc les médecins de Mirande qui ont sollicité Diabète Occitanie pour expérimenter ce programme de dépistage. Nous, les 2 infirmières azalées pour le recrutement des patients et l'organisation des rendez-vous. Et en dehors de la maison de santé, du coup, les 2 orthoptistes d'Auch, Madame Dubarry et Madame Lutran, qui ont été formées à l'utilisation du rétinographe. Le docteur d'Église, ophtalmologue pour l'interprétation des clichés. Et aussi la coordination faite par Diabète Occitanie, notamment Madame Chauchard, qui nous a mis en relation et nous a aiguillés dans l'organisation du projet et a fourni tous les documents nécessaires. Et donc, comment avez-vous travaillé le recrutement et quelle a été la communication autour du programme? Alors, concernant la communication, donc un courrier d'information a été envoyé par mail par un des médecins de Mirande, donc le docteur Cancio Hugo. Il a été envoyé donc aux généralistes du secteur, aux pharmaciens et aux professionnels de santé de Mirande, notamment les infirmiers libéraux et la podologue. Aussi, une fiche a été jointe à ce courrier pour afficher dans les salles d'attente, en précisant de contacter les infirmières azalées de la maison de santé pour la prise de rendez-vous. Et à noter que Diabète Occitanie s'est chargé d'informer les diabétologues d'Auch, les ophtalmologues du secteur et l'association des diabétiques du Gers. Et pour le recrutement? Et le recrutement, du coup, donc concernant le recrutement des patients sur Mirande, c'est lors des consultations avec les médecins et celles avec les infirmières azalées que l'on a pu dresser une liste de patients susceptibles de pouvoir bénéficier du dépistage par cliché de rétinographie. OK. Et donc, en pratique, comment ça s'est déroulé? Alors, en pratique, à partir de la liste des patients ciblés, avec ma collègue, nous les avons recontactés pour leur expliquer le projet et remplir aussi la fiche clinique et demander aussi au médecin généraliste une ordonnance. Et tous ces documents ont été mis de côté pour l'orthoptiste. Pour la prise de rendez-vous, donc on a utilisé un agenda partagé. On a utilisé Family Whale.
Donc, on a partagé avec les deux orthoptistes et ma collègue Azalée pour la prise des rendez-vous sur différents créneaux. Et pour l'examen, les deux orthoptistes d'Oche sont intervenus en alternance 2 matinées par mois pendant 3 mois dans un local approprié de la maison de santé. Je précise l'intérêt de la présence d'un volet dans ce local-là pour permettre l'obscurité et permettre une meilleure qualité en fait des clichés. Et donc, quel résultat? Combien de patients vous avez reçus? Alors, donc on a reçu 34 patients sur 5 demi-journées, donc environ 5 patients par demi-journée. 65% étaient des hommes. L'âge moyen était de 68 ans et voilà, 22 patients de moins de 70 ans. Donc 62% d'entre eux ont consulté un ophtalmologue dans un délai de plus de 2 ans ou jamais. 26 entre 1 et 2 ans. 9% dans un délai de moins d'1 an et 3% dans un délai inconnu. Par rapport à la qualité des clichés, alors 47% des patients ont des clichés de bonne qualité, 44% de qualité moyenne et 9% étaient ininterprétables. Et donc, au final, 6% des patients présentent une rétinopathie diabétique non proliférante, minime, et 94% ne présentent pas de signes de rétinopathie. Ok, merci pour ce bilan. Et du coup, quels sont les freins et les leviers à la mise en œuvre que vous auriez envie de souligner? Alors, les freins, ça a été surtout le travail de recrutement qui a demandé du temps, notamment pour rappeler les patients. Et concernant les leviers pour faciliter le dépistage, donc ça a été le partenariat avec Diabète Occitanie dans la coordination avec les différents professionnels, avec la préparation des supports de communication et des échanges qu'on a pu avoir tout au long du processus du projet. Aussi, dans le prêt du rétinographe et sa mise en place sur site, ainsi que le recrutement des orthoptistes et leur formation. L'interprétation des clichés par le docteur d'église. Et enfin, l'utilisation adaptée de l'agenda commun pour la prise de rendez-vous. Voilà, tout ça, ça a été des leviers. Et donc, quel bénéfice pour le territoire? Alors, au vu des résultats et du retour des patients, ce dépistage a permis de se rendre compte de l'intérêt de faciliter l'accès à un suivi ophtalmologique de proximité pour permettre un meilleur accompagnement et limiter aussi les risques de survenue de la rétinopathie diabétique. Et enfin, si vous aviez un conseil ou un message clé à donner à une autre MSP qui voudrait se lancer, quel serait-il? Nous, on n'a eu que des retours positifs des patients qui étaient contents de cette proposition d'examen, et j'insiste encore, de proximité. C'est aussi participer à ce projet de prévention. Ça fait partie en fait de notre cœur de métier, dans notre rôle d'accompagnement en santé primaire et notamment pour nous les infirmières Azalée. Et ça a permis aussi de se rendre compte des freins qu'avaient certains patients qui n'anticipent pas suffisamment les rendez-vous de suivi et les délais aussi de rendez-vous de certains ophtalmologues qui en découragent plus d'un. Et enfin, en fait, on a bien été accompagné par Diabète Occitanie avant, pendant et après le projet, notamment dans leur disponibilité et dans la facilité des échanges avec l'équipe. Écoutez, merci beaucoup. On va recueillir également le retour de Madame Malmazet. Donc, on voyage en Lozère, là. Donc, bonjour Faustine. Alors, comment ça a démarré en Lozère? En Lozère, en fait, c'est Madame Malmazet qui, je ne sais pas si elle a répondu à l'enquête ou si elle a appelé de manière autonome avant ou après. Enfin bon, on a été contacté par Madame Malmazet
donc, qui est sur le territoire de la CPTS Terre des Sources Lozère-Est, pour susciter la mise en place d'un programme sur le territoire de la CPTS. Voilà, donc comme antérieurement, il y a eu des échanges sur l'état des lieux, les besoins, les ressources, les freins qui ont abouti à la mise en place du projet. Donc, vous voyez, l'accompagnement, il a touché à peu près tous les secteurs du camembert, sauf l'indemnisation. Voilà, ça a été la CPTS qui a pris en charge les actes sur ce territoire, du fait d'une difficulté pressentie à avoir les prescriptions médicales, étant donné une difficulté concernant les ressources en médecins généralistes sur le territoire. Et donc, je vous laisse regarder la fiche qui vous permet de voir que les dépistages, là, se sont déroulés de manière originale et qui dénote un grand investissement de Madame Almazet plusieurs samedis du mois de mai et juin dernier. Voilà, avec plusieurs territoires couverts sur combien de demi-journées? Sur 5 demi-journées, je crois. C'est ça. Donc, on va laisser la parole à Madame Malmazet qui va nous présenter peut-être l'équipe de la CPTS. Oui, donc la CPTS Terre des Sources Lozère-Est est présidée par Monsieur Fabien Palpacuer, qui est kinésithérapeute. La trésorerie, elle est gérée par une orthophoniste, Christelle Joly, et le poste de secrétaire par une diététicienne, Mélissa Ferreira. Et toute la CPTS est coordonnée par Emmeline Borne, donc la coordinatrice salariée de la CPTS. La CPTS Terre des Sources Lozère-Est. Il faut savoir que notre territoire, il est vaste. Il comprend tout l'est de la Lozère, soit environ 80 km du nord au sud et un peu plus de 30 km de l'est à l'ouest. Donc voilà, on a un gros territoire d'application de la CPTS. Et donc, pourquoi mettre en place ce projet de dépistage sur ce territoire? Lors de la création du projet de santé, en fait, on s'est rendu compte que le diabète est la première cause d'ALD sur notre territoire. Et vu qu'il comprend peu d'ophtalmologistes, ça induit, enfin, on s'est douté que ça induisait peu de suivi des patients diabétiques sur leur fond de l'œil et donc sur le dépistage de la rétinopathie diabétique. Quels ont été les professionnels qui ont été impliqués chez vous dans la mise en place? Alors, en particulier, on a fait appel aux médecins généralistes et aux infirmières de tout le secteur, mais également tous les professionnels de santé susceptibles de croiser des patients diabétiques. Et nous avons également sollicité les instances, dont les mairies ou communautés de communes, afin de nous accueillir dans des salles permettant de bien se mettre dans le noir, super important, parce qu'on allait dans des endroits qui n'avaient pas forcément de cabinets médicaux. Voilà, donc on a dû demander aux instances de nous aider un petit peu. Et donc, quelle communication avez-vous faite? Au niveau de la communication, on a fait un gros travail donc avec Diabète Occitanie qui nous a énormément aidés. On a pu échanger sur les plans de communication, les destinataires, les modalités donc par mail, affiches, courriers, journaux, réseaux sociaux, ainsi que le rétro-planning des actions de communication. Nous avons donc réalisé l'affiche qui se trouve sur la diapo et les divers modèles de courrier selon les destinataires. Et ces supports ont été rédigés aussi par Diabète Occitanie, qui les a directement envoyés, qui ont envoyé aussi aux ophtalmologistes et à l'Association française des diabétiques. Et sachant qu'on avait déjà téléphoné en amont aux ophtalmologistes pour les prévenir de ce dépistage, et nous, on s'est occupé de tous les médecins généralistes et autres professionnels de santé. Et comment vous avez travaillé le recrutement au final? Du coup, le recrutement, ça a été un gros travail des secrétariats des médecins généralistes. Donc, ils ont repris toutes les listes des patients présentant une ALD ou une suspicion de diabète. Ils ont téléphoné, ils ont fait un gros travail de phoning, ils ont téléphoné à tous les patients
pour savoir s'ils avaient fait un fond d'œil, s'ils avaient vu un ophtalmologiste, s'ils avaient fait quelque chose. Et tous les patients qui n'avaient pas consulté ont pu avoir accès au dépistage. Quel frein et quel levier vous pourriez Alors, souligner à la mise en œuvre? au niveau des freins, nous, ça a été le territoire. On a un territoire, comme je disais, qui est très vaste. On est en montagne, donc forcément, les routes sont très escarpées, étroites, sinueuses. Entre deux points, donc la première journée que j'ai faite, j'ai fait le matin Villefort, l'après-midi Bagnoles-les-Bains. Il y a 36 km, c'est pas bien long, mais en fait, on met plus d'1 heure entre les deux. Il faut savoir que la caisse du rétinographe est assez lourde et elle est très très bien, mais assez lourde. Du coup, voilà, ça a été un frein aussi de devoir monter le matériel, ranger le matériel, redécharger, remonter, ainsi de suite. Voilà, ça a été un gros frein, donc à refaire différemment. Et ensuite, vu qu'on est dans un territoire avec une grosse renonciation aux soins, c'est assez compliqué. On a beaucoup de patients qui n'ont pas vu d'ophtalmo, soit peu ou soit jamais. Et on se retrouve face à des cataractes plus ou moins mûres et du coup avec des photos de plus ou moins bonne qualité. D'où l'importance vraiment de trouver des pièces, je le redis, comme Cécile, qui se ferment totalement et où on se retrouve vraiment totalement dans le noir. Sinon, on n'arrive pas forcément à avoir de belles photos. Et en termes de levier? Alors, en termes de levier, donc, on a fait un super binôme avec notre coordinatrice et ainsi que Diabète Occitanie, bien sûr, sur tout ce qui est communication. Le prêt du rétinographe, ça a été génial. Il arrive direct à domicile et il repart aussi simplement. Tout est organisé, tout est prêt. Il faut savoir que le docteur d'église aussi est hyper disponible. Il m'a formé avec une web réunion hyper facilement sur l'utilisation du logiciel. Dès que j'avais et l'envoi des packs, dès que j'avais un petit souci, il était disponible pour me répondre à n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Donc c'est vrai que ça a été un gros point positif. Après, pour moi, je fais déjà des rétinos dans mon cabinet, donc l'utilisation du rétinographe, j'avais déjà un petit peu d'habitude, même si c'était pas le même, mais voilà, ça a été un gros point positif d'avoir Diabète Occitanie avec nous. Voilà. Après, la CPTS aussi a été un gros point positif parce qu'on a réussi à mettre tous les professionnels de santé dans la boucle. Ça a permis de toucher beaucoup de patients et c'est un relais vraiment non négligeable dans ce cadre de dépistage. Alors, vous allez peut-être nous commenter vos résultats, que l'on voit s'afficher. Alors, les résultats, par coïncidence, on a eu exactement les mêmes que Cécile. Donc voilà, j'ai vu 34 patients sur 5 demi-journées et 5 sites donc du coup différents. Ça fait une moyenne de 11 patients par jour, 56% des hommes. En âge moyen 67 ans, avec 20 patients de moins de 70 ans. C'est exactement pareil, avec 56% des patients avec des clichés de bonne qualité, 35% de qualité moyenne et 9% ininterprétables. Et donc, quels sont les bénéfices sur le territoire de votre CPTS? Alors, la population a vraiment bien accueilli ce dépistage parce qu'on s'est rendu vraiment sur le territoire, comme disait Cécile, vraiment à proximité des gens, là où il n'y a rien, il n'y a même pas un médecin. Donc c'est vrai que ça a été un très gros point positif pour les patients qui nous redemandent même de reconduire ce dépistage l'année prochaine sur d'autres sites, ainsi que les médecins généralistes, comme vous disiez tout à l'heure, qui n'ont pas forcément les comptes rendus. Donc voilà, c'est vrai que là, ils étaient contents d'avoir les comptes rendus après l'interprétation et on sait que c'est hyper important d'être à proximité des patients. Et donc, pour finir, le conseil ou le message clé à une autre CPTS? Mon message, c'est foncez, allez-y. Vraiment, Diabète Occitanie, ils sont hyper présents pour nous soutenir, nous aider, nous accompagner.
Il ne faut pas avoir peur des rendez-vous. Alors nous, il faut savoir que quelques semaines avant le début du dépistage, on avait encore 0 patient sur les plannings. On a eu un énorme travail, la coordinatrice de la CPTS et moi-même de phoning. On a téléphoné à énormément de médecins pour essayer de les motiver, et on a réussi au final à caler tous les créneaux. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Je rajouterai encore une fois que le docteur d'église a été très, très présent, notamment les week-ends, jours fériés, soirs. Voilà. Si vous avez vu, les dépistages étaient le samedi. Voilà. Donc, voilà, j'ai pu lui téléphoner le samedi. Il avait le téléphone pas loin, et je l'en remercie vraiment. Et voilà, vraiment merci à Diabète Occitanie. C'est une vraie aide, donc avec un super suivi. Donc vraiment, il faut foncer. Allez-y, c'est pour les patients et c'est vraiment bien accueilli. Ben, merci beaucoup pour ce retour, et merci beaucoup pour votre investissement, mesdames infirmières Azalet et orthoptistes. Merci à vous. On va passer à un petit temps de questions-réponses. On a un peu dépassé sur le timing, mais on va quand même prendre quelques questions. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations précises, vous pouvez nous contacter sur l'adresse contact de Diabète Occitanie. On pourra vous mettre en lien avec les intervenants. Alors, je prends une question à laquelle je peux moi-même répondre. Magali qui demande si on peut se procurer la fiche de renseignement clinique sur notre site internet. Effectivement, sur la page internet Redia, vous pouvez trouver la fiche de renseignement clinique. Il y a aussi des modèles d'affiches. Et voilà, pour plus de support, vous pouvez directement nous contacter. Ensuite, il y avait une question de Jérémy qui demande combien de temps est borné pour la réalisation de cet examen? Je pense qu'il veut dire la durée des rendez-vous. Alors Faustine va répondre. Voilà. Alors nous, on était parti de base sur un rendez-vous toutes les 20 minutes, vraiment pour les premiers jours. À la fin, le rétinographe est tellement intuitif et facile d'utilisation que je pouvais faire une rétino toutes les 10 minutes, je pouvais voir quelqu'un, quoi. Voilà. Après, moi, je préfère prendre plus large, mais voilà, entre 15 minutes, c'est très bien. Une fois qu'on a l'utilisation du rétinographe en main, je pense que c'est vraiment pas mal. Nous avons Madame Bendib qui a répondu sur le chat. Elle était à Mirande et elle nous répondait 20 minutes. Magali qui demande combien de temps en moyenne pour une rétinographie. Donc, c'est 20 minutes également, c'est ça? C'est ça, pardon, hein, excusez-moi. Hein. Oui. Madame Bendit, je me suis trompée. Elle est à la Bastide de Saint-Pierre. Saint-Cernin, mais je vais y arriver, à la Bastide de Saint-Cernin. On s'y perd. Je me suis avec tous les sites. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine? Et voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à nous contacter par la suite, et on répondra à toutes vos questions concernant Redia. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Je vais terminer le webinaire en vous remerciant. Normalement, vous avez eu le lien pour le questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à y répondre. Ensuite, je vous informe que notre prochain webinaire aura lieu le 19 décembre. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Normalement, vous avez le lien dans le chat également. Donc là, ce sera sur une toute autre thématique, sur les stratégies d'utilisation des traitements anti-hyperglycémiants, intégration dans les pratiques des médecins et pharmaciens et pharmaciennes. Donc c'est un webinaire qui en appuie sur la prise de position 2023 de la SFD. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre participation. Je remercie également les intervenants, Patrice, Marie-Christine, et surtout merci à Cécile et Faustine pour leur retour d'expérience qui nous sont très, très riches. J'espère également que ça aura répondu à bon nombre de questions et que ça aura éveillé l'intérêt d'autres personnes. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter pour des renseignements plus précis sur Redia.